Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Dans cette situation, je cède le passage au tramway. Oui, réponse A, non, réponse B. Je passe juste après son passage, peu importe la signalisation. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici on arrive sur une intersection, à une traversée de tramway, comme l'indique le panneau d'indication. Et on a un feu qui clignote au rouge. Donc le feu qui clignote au rouge signifie un arrêt absolu. Donc ici, le tramway a donc la priorité. Est-ce que je passe juste après son passage, peu importe la signalisation ? Non. On attend que le feu passe au vert, enfin qu'il arrête de clignoter au rouge plutôt. Lorsqu'il arrête de clignoter, alors là tu peux passer. Pourquoi ? En général, si un tramway passe dans un sens, ça veut dire que il y a une grande probabilité qu'il y ait un autre tramway qui passe dans l'autre sens. Donc, on reste à l'arrêt jusqu'à ce que la signalisation arrête de clignoter. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D. Question numéro 2. Ce panneau indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce panneau, on appelle ça un panneau B58, donc qui est effectivement, qui indique une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Alors, on va voir deux choses déjà. Donc, c'est quoi une période hivernale et c'est quoi les équipements obligatoires ? Alors, la période hivernale, elle est fixée par décret, hein, c'est entre le 1er novembre et le 31 mars. Donc, entre le 1er novembre et le 31 mars, si vous voyez ce panneau, eh ben, il faut obligatoirement que vous ayez des équipements pour la période hivernale. Alors, c'est quoi ces équipements pour la période hivernale ? Ce sont des dispositifs antidérapants. Ah oui, mais c'est quoi des dispositifs antidérapants ? Alors, il y en a plusieurs. Vous avez les chaînes métalliques. Alors, à savoir que les chaînes métalliques, il est obligatoire d'en avoir au moins 2 sur les 2 roues motrices. Hein ? Donc, vous pouvez aussi également mettre des chaussettes, c'est un peu plus facile à disposer. Ou alors avoir des pneus hiver. Alors, c'est quoi des pneus hiver ? Les pneus hiver, c'est des pneus avec le marquage 3PMSF. Donc ça veut dire Three-Peak Mountain Snowflake. Et donc ça, les pneus hiver, il faut en avoir sur toutes les roues. Alors, vous allez voir, sur la roue, il y aura soit marqué 3P MSF, soit il y aura une montagne à 3 pics avec un flocon de neige dessus. Donc ici, la bonne réponse, c'est la réponse A. Ce panneau indique bien une entrée de zone d'obligation d'équipement en période hivernale. Question numéro 3. Je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, ici encore une fois une question très importante car c'est un sujet qui tombe régulièrement lors de l'examen. Ici, on va parler de distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par ton véhicule pendant 2 secondes. Pour savoir si tu respectes cette distance de sécurité, c'est très simple. Tu dois regarder les lignes de rive à droite. Pour respecter la distance de sécurité, il faut au moins 2 lignes de rive qui te séparent du véhicule qu'il y a devant toi. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. La ceinture de sécurité est facultative dans un véhicule de particulier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la ceinture de sécurité dans un véhicule pour particulier est obligatoire à l'avant et à l'arrière. Alors, cependant, il y a des exceptions. Vous pouvez être exempté du port de la ceinture de sécurité pour plusieurs raisons. Par exemple, si vous avez un certificat médical. Alors attention, c'est pas un certificat médical que vous allez chercher chez le médecin de ville. C'est un certificat médical en fait qui est agréé par la préfecture. Vous pouvez être aussi exempté si vous conduisez un véhicule d'intérêt général, si vous conduisez par exemple un taxi ou si vous conduisez par exemple des véhicules qui effectuent des livraisons en porte-à-porte. Voilà, donc il y a des exceptions, hein, mais ça concerne surtout les entreprises privées, hein, par exemple les taxis ou autres. Mais sinon, lorsqu'on est dans une voiture de particulier, le port de la voiture est obligatoire à l'avant et à l'arrière, hors exemption médicale par un médecin agréé par la préfecture. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 5. Dans cette situation, j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection sans marquage au sol et sans signalisation verticale. Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc, je laisse passer le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Dans cette situation, je dépasse le cycliste, réponse A. Je klaxonne le cycliste, réponse B. Je reste derrière le cycliste pour le moment, réponse C. Alors ici on a un cycliste devant nous et vous remarquerez qu'on est dans une rue à double sens de circulation. Et un peu plus loin devant nous, on a donc un véhicule, donc on va croiser le véhicule, à coup sûr. Or, vous le savez, hein, petit rappel, lorsqu'on dépasse
un cycliste, on doit laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Donc ici, bien sûr, si on dépasse le vélo, on ne pourra pas respecter cet intervalle de sécurité car on a un véhicule qui vient en sens inverse. Est-ce que je klaxonne ? Il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, bon, sauf danger imminent, mais ici, il n'y a aucun danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je reste derrière le cycliste et j'attends un moment plus favorable pour le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 7. Le comportement de ce véhicule est dangereux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je le dépasse par la droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, est-ce que le comportement de ce véhicule est dangereux ? Vous avez bien vu, le véhicule fait demi-tour et il passe très proche des piétons qui sont sur les places de parking. D'ailleurs, les piétons se décalent. Donc, est-ce qu'il a un comportement dangereux ? Oui, il a vraiment un comportement dangereux. À la question, est-ce que je le dépasse par la droite ? Il faut savoir qu'il est totalement interdit de dépasser par la droite, même en agglomération. Donc, les bonnes réponses ici vont être les réponses A et D. Question numéro 8. Cet usager est bien garé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il risque une amende de 135 €. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, comme le montre le document que vous retrouverez dans l'information, ici, cet usager commet un stationnement gênant. Pourquoi ? Parce qu'il est placé, il est arrêté à un emplacement qui empêche l'accès ou le dégagement d'un autre véhicule. Donc ici, pour cette infraction, il encourt seulement une amende forfaitaire de 35 €. Par contre, si il ne bouge pas son véhicule à temps, il risque une immobilisation, c'est-à-dire une mise en fourrière. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 9. À 70 km/h, la distance d'arrêt est de réponse A, 49 mètres, réponse B, 80 mètres. Alors, encore une fois, ça c'est une question de cours pur et dur. Donc n'oubliez pas, il y a 4 distances à connaître, à savoir calculer distance de sécurité, distance d'arrêt, distance de freinage, distance parcourue durant le temps de réaction. Ça, c'est vraiment les 4 distances que vous devez savoir calculer. Donc vous trouverez ça dans l'information en détail. Ici on parle donc de la distance d'arrêt. Donc déjà c'est quoi ? La distance d'arrêt c'est quoi ? C'est la distance parcourue pendant le temps de réaction et la distance de freinage. Donc c'est temps de réaction plus distance
de freinage. Alors, comment on la calcule ? On la calcule très simplement. En fait, c'est en multipliant le chiffre des dizaines par lui-même. Par exemple, ici, on roule à 70 km/h. Donc, le chiffre des dizaines, c'est 7. Donc, on multiplie 7 par lui-même. Donc, 7. Donc, ici, 7 fois 7, 49. Donc, la distance d'arrêt à 70 km/h est de 49 mètres. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Le véhicule noir tourne à gauche, mais il semble mal engagé. Je m'arrête avant la ligne de stop. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, en face de nous, on a un véhicule qui souhaite tourner à gauche sur notre rue. Et il semble qu'il va empiéter sur notre voie. Alors, vous le savez pas encore, parce que vous passez pas encore la conduite. Mais lorsque vous passerez la conduite, votre moniteur vous dira toujours que pour tourner à une intersection, il faut faire un angle droit. Comme ceci. Il ne faut jamais empiéter sur la voie qui est en sens inverse. Donc, ici, ce que je fais, c'est que je m'arrête avant la ligne de stop pour laisser passer ce véhicule. Par mesure de sécurité, même si ce véhicule n'a pas le droit de tourner comme ça. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Cette photographie montre un levier de vitesse. Réponse A, manuel. Réponse B, automatique. Alors, ici, tu vois bien que c'est une boîte de vitesse qui est automatique. Tu peux le reconnaître parce que sur ce levier, il y a des lettres. Alors, que signifient ces lettres ? Alors, tu as tout d'abord la lettre S. La lettre S qui veut dire séquentiel. Ça, c'est quand tu veux utiliser la boîte de vitesse en séquentiel. La lettre D pour drive qui indique la conduite. La lettre N pour neutral qui indique le point mort. La lettre R pour rire qui veut dire marche arrière. Et la lettre P pour parking qui veut dire stationnement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Dans l'ordre, je dois. Réponse A. Protéger, alerter, secourir. Réponse B. Secourir, protéger, alerter. Réponse C. Alerter, secourir, protéger. Alors, qu'est-ce que vous devez faire lorsque vous êtes témoin d'un accident avec dommages corporels ? Alors, c'est très simple, c'est une chose qu'on a vue à plusieurs reprises dans la formation et les vidéos. J'utilise le moyen mnémotechnique du PAS, du pas. P pour protéger, A pour alerter, S pour secourir. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route.
c'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Au feu rouge, je dois m'arrêter. A à la première ligne, B à la deuxième ligne. Alors, ici, on a affaire à ce qu'on appelle un sas vélo. Alors, un sas vélo, c'est quoi ? C'est tout simplement un endroit sur la voie qui est réservé, là pour le coup, au vélo. Donc, effectivement, lorsqu'on arrive à ce sas, il faut s'arrêter à la première ligne pour ne pas empiéter sur le sas. Donc la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 14. La signalisation indique une réduction de la vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, on a vu ça plusieurs fois, que ce soit dans l'information ou les vidéos YouTube. Là, ce que tu vois devant toi, c'est un panneau d'entrée d'agglomération, entre autres. Donc ce panneau d'entrée d'agglomération veut dire deux choses. Il signifie que la vitesse maximale autorisée est de 50 km/h et il signifie également qu'il est interdit de klaxonner à l'intérieur de l'agglomération. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 15. Se déplacer en tramway. Réponse A. Augmente la pollution atmosphérique et sonore. Réponse B. Participe à l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, c'est quoi ? L'écomobilité, c'est utiliser des moyens de transport respectueux de l'environnement. C'est-à-dire, les transports en commun, comme le tramway, c'est aussi utiliser l'écopartage ou alors le covoiturage. Donc, ici, se déplacer en tramway va participer à l'écomobilité, et ça va réduire la pollution atmosphérique et sonore. Donc, la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 16.
Le système e-call s'active automatiquement après un choc, oui réponse A, non réponse B, permet de prévenir un centre d'appel d'urgence. Oui réponse C, non réponse D. Alors, le système e-call peut s'enclencher automatiquement après un choc grâce à un détecteur de choc qu'il y a dans votre véhicule. Vous pouvez aussi l'activer manuellement en appuyant dessus. Ce que va faire le système e-call, c'est qu'il va appeler par lui-même donc un centre d'appel d'urgence et il va également vous géolocaliser. Donc, les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 17. Je programme mon GPS avant de prendre le volant. Oui réponse A, non réponse B. Alors, effectivement, avant de conduire, vous devez programmer votre GPS. Pourquoi ? Parce que ça vous évitera de le programmer durant la conduite. Car si vous le programmez durant la conduite, ça va avoir plusieurs conséquences, dont la principale, c'est une baisse de la vigilance et donc l'augmentation du taux d'accident. Donc ici, je programme mon GPS avant de prendre le volant. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 18. Il est préférable de faire sortir les passagers arrière. Réponse A, du côté rue. Réponse B, du côté trottoir. Alors là, c'est une évidence, hein. Pour des raisons de sécurité évidentes, il sera toujours préférable de faire sortir les passagers arrière du côté trottoir, afin d'éviter tout simplement une collision avec une voiture lors de l'ouverture de la porte. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. La consommation de cannabis entraîne une baisse de la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme le montre le document de la formation, la consommation de cannabis va avoir plusieurs effets, notamment bien sûr donc la baisse de la vigilance, mais également la diminution des facultés visuelles, une mauvaise coordination et aussi un état de somnolence avancée. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 20. L'utilisation du téléphone au volant constitue une infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'utilisation du téléphone au volant
est une infraction. Elle constitue une contravention de 4e classe qui est punie par un retrait de 3 points et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 21. Je circule à la même vitesse que le véhicule devant moi. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est une question qu'on a vue en long, en large, en travers, que ce soit dans les vidéos YouTube ou dans la formation. En France, la réglementation veut qu'on roule à droite. On n'a pas le droit de rouler à gauche, même sur l'autoroute. On n'a pas le droit. À gauche, il y a une voie pour dépasser. C'est une voie de dépassement. Donc, si je circule à la même vitesse que les véhicules qu'il y a devant moi, donc je suis pas en train de le dépasser. Donc, je n'ai rien à faire sur la voie de gauche. Il faut que je me rabatte sur la voie de droite. Donc là, je suis mal placé. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 22. Dans cette situation, le piéton est prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque une amende. Oui, réponse C. Non, réponse B. Alors, effectivement, ici, le piéton est prioritaire. Il y a un passage piéton. Si vous refusez la priorité au piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, qui est sanctionné par une contravention de 4e classe, 6 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 23. Pour prendre la sortie pour Montpellier, j'adapte ma vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, regarde bien. Nous, on veut prendre la sortie pour Montpellier. Seulement, derrière nous, on a, si tu vois bien, on a une moto qui est très proche de nous. Et comment on le sait? C'est qu'on voit pas ses roues. Hein. On voit pas ses roues, donc cette moto est très très proche. Si on freine trop brusquement ou qu'on ralentit trop brusquement pour prendre cette sortie, la moto risque hein, de nous percuter. Alors, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on adapte notre vitesse, on ralentit de manière constante pour pouvoir prendre la sortie. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 24. J'accélère et je dépasse la moto. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme on peut le voir ici, je vais remettre la vidéo. Voilà. Lorsque vous regardez la vidéo, vous pouvez voir que le véhicule essaye de dépasser donc un camion blanc, mais qu'au même moment, la moto ou le scooter, on va dire, enfin, plutôt la moto, essaye de dépasser également
la petite camionnette blanche. Donc effectivement, dans ces cas-là, je n'accélère pas et je ne dépasse pas la moto. Je laisse la moto dépasser le véhicule et ensuite, je dépasserai le véhicule. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 25. Dans cette situation, je m'écarte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, vous voyez au loin, il y a la petite camionnette blanche qui a ses feux arrière allumés. Donc, je pourrais, par exemple, penser à m'écarter vers la gauche pour laisser sortir la camionnette. Cependant, si on regarde le rétroviseur gauche, on voit qu'il y a un scooter qui essaye de me dépasser. Donc, effectivement, dans ce cas-là, je ne m'écarte pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 26. Le réservoir du liquide de refroidissement se trouve. Réponse A en A. Réponse B en B. Le niveau se vérifie sur un sol. En pente, réponse C. Plat, réponse D. Alors là, c'est vraiment une question de cours, hein. Donc, si vous avez fait une erreur dans cette question, je vous incite fortement à aller dans la formation que vous trouverez en description pour en savoir plus sur les équipements du véhicule. Attention, les questions sur les équipements du véhicule, il y en a à peu près 3 par série d'examens avec la nouvelle réforme. Alors, ici, c'est très simple. Donc le liquide de refroidissement se trouve en B, le bouchon noir, et le bouchon bleu, représente le bouchon du réservoir du lave-vitre. Alors, le niveau se vérifie toujours sur un sol à plat. Donc ici, les bonnes réponses seront les réponses B et D. Question numéro 27. Étant de nuit, il est préférable de faire un appel lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, on arrive à un stop dans une agglomération, certes de nuit, mais éclairée. Donc il est totalement inutile de faire un appel lumineux. Ici, tout le monde vous voit. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 28. Fumer au volant réduit la vigilance. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, cette question peut paraître bête, mais en fait, toute activité au volant va réduire votre vigilance, que ce soit fumer, que ce soit manger, que ce soit boire, que ce soit aussi discuter. Donc, effectivement, toute activité au volant va réduire votre vigilance. Donc, fumer également. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Avant de prendre la route, je vérifie que mes pneus ne sont pas dégonflés. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Effectivement, avant chaque trajet, il va falloir vérifier visuellement que les pneus ne sont pas dégonflés. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Au passage piéton, je passe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, franchement, vous avez de la chance parce que ça fait 2 questions très faciles, très faciles d'affilée. Alors ici, c'est évident. On a un passage piéton non protégé. En plus de ça, regardez à gauche, il y a un piéton qui est déjà engagé, donc qui est sur la voie. Donc il est automatiquement prioritaire. Mais de toute façon, dans tous les cas, passage piéton, je laisse la priorité au piéton. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 31. Pour limiter la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage pour les longs trajets. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, pour les longs trajets, afin de diminuer la pollution, il est préférable d'utiliser le covoiturage. Alors, il est préférable d'utiliser le covoiturage, mais par rapport à quoi? En fait, la question induit qu'il est préférable d'utiliser le covoiturage par rapport à l'éco-partage. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, l'éco-partage, c'est de la location de véhicules courte durée. C'est vraiment pour louer une voiture une demi-heure, 1 heure. Alors que si tu veux faire un long trajet, il va falloir passer par une vraie entreprise qui propose des locations, on va dire, entre guillemets, longue durée. Donc, effectivement, pour les longs trajets et limiter la pollution, on va préférer le covoiturage. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Question numéro 32. Dans cette situation, le véhicule blanc doit principalement contrôler. Réponse A, son rétroviseur intérieur. Réponse B, son angle mort gauche. Alors, pour répondre à cette question, tu dois d'abord connaître 2 notions. Celui du champ visuel et celui de l'angle mort. Alors, le champ visuel, c'est quoi? Le champ visuel, c'est la portion de l'espace que tu vois avec tes yeux. En général, pour un être humain, le champ de vision binoculaire est d'à peu près 120 degrés. Un angle mort, c'est quoi? L'angle mort, c'est la portion de l'espace que tu ne peux pas voir. Soit parce qu'il est hors de ton champ de vision, soit parce que ton champ de vision est obstrué par un obstacle. Alors, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Dans un véhicule, quand tu es dans un véhicule, d'abord tu auras ton champ de vision avant, ce que tu vois avec les yeux. Ensuite, tu vois autre chose aussi avec les yeux grâce au miroir, c'est-à-dire grâce au rétroviseur intérieur et extérieur. Grâce au rétroviseur intérieur, tu vois cette portion de l'espace. Et grâce au rétroviseur extérieur, tu vois cette portion de l'espace. Alors, tu verras bien ici que y a 2 portions de l'espace que tu ne peux pas voir, à gauche et à droite. C'est ce qu'on appelle les angles morts
gauche et les angles morts droits. Alors, il y a aussi d'autres angles morts un peu moins connus. Tu vois, dans ta voiture, il y a des montants. Et ces montants constituent un obstacle et donc vont obstruer ton champ de vision. Ils vont donc matérialiser des angles morts. Et aussi, tu vois, à l'arrière du véhicule, il y a 2 petits points en fait qui ne sont pas couverts par les rétroviseurs. Ça aussi, ça constitue des angles morts. Je peux t'assurer qu'ici, s'il y a un vélo ou un tout petit scooter, selon le réglage de tes rétroviseurs extérieurs, tu ne le verras pas. Pour répondre à la question, la moto est située ici. Donc la moto, dans cette situation, elle est située sur l'angle mort gauche du véhicule blanc. Donc, pour répondre à la question, le véhicule blanc doit principalement contrôler son angle mort gauche, car de toute façon, sur son rétroviseur intérieur, il ne le voit pas. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me dire le champ de vision n'est pas de 120 degrés, il est de 180 degrés. Je l'ai vu dans une autre application. Alors, le champ de vision binoculaire, c'est-à-dire le champ de vision que tu vois avec tes 2 yeux, est bien de 120 degrés. Vous pouvez ouvrir un livre de médecine, vous pouvez appeler votre ophtalmologue et lui demander. Vous pouvez tout simplement aller sur Internet ou même faire l'expérience chez vous. Mettez-vous à l'arrêt, regardez un point fixe devant vous et vous verrez très bien que votre champ de vision n'est pas de 180 degrés. Vous ne voyez pas ce qu'il y a au niveau de vos épaules. Et c'est normal, vous n'êtes pas un hibou. Après, c'est pas très important, c'est des petits détails techniques, mais scientifiquement, le champ visuel est de 120 degrés, champ visuel binoculaire, à l'arrêt. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment, ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule « Mon code en 10 jours ». Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. Dans cette situation, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, super intéressante comme question. Déjà, tu vois ici, on est sur une route. Mais quel type de route? Bon, on est sur une route à double essence avec créneau de dépassement. Donc, créneau de dépassement, c'est la voie de gauche. Ce qu'on appelle une voie de dépassement, si tu veux. Donc la voie de gauche ici, elle sert à dépasser. Est-ce que je peux dépasser ce camion? Devant moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je pourrais dépasser ce camion. Seulement, regarde bien le rétroviseur intérieur. On a déjà une voiture qui est sur la voie de dépassement et donc qui est en train de dépasser d'autres véhicules. Donc ce que je fais ici, c'est que j'attends avant de dépasser. Je ne peux pas dépasser ce camion actuellement. Je vais devoir attendre que la voie soit dégagée. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 35. Le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors oui, effectivement, le système Stop and Start permet de diminuer la pollution sonore et atmosphérique. Pour en savoir plus, je vous dirige vers la formation. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. J'ai perdu tous mes points en période probatoire. Je dois repasser l'épreuve pratique et théorique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, si tu perds tous tes points en période probatoire, tu devras repasser l'épreuve théorique et l'épreuve pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 37. Je suis en première année de probatoire. Je viens de perdre 6 points. Mon permis est invalidé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ce que tu dois savoir, c'est que quand tu viens d'obtenir ton permis, donc tu as 6 points sur ton permis. Donc tu es en période probatoire pendant 3 ans si tu as fait une formation traditionnelle. Et si tu as fait ton permis en conduite accompagnée, tu es en probatoire pendant 2 ans. Donc en permis traditionnel, donc tu récupères 2 points tous les ans jusqu'à atteindre 12 points. Alors, la première année, tu as 6 points. Donc, si tu perds 6 points, tu n'as plus de points sur ton permis. Donc, ton permis, il est invalidé. Donc, il va falloir que tu repasses soit le théorique, soit le pratique, soit les deux. Alors aussi, ce qui est bon à savoir, c'est que pendant ton probatoire, si tu perds 3 points ou plus, tu es obligé de passer un stage. Si tu n'effectues pas ce stage, tu as une suspension de ton permis et une amende de 135 €. À savoir aussi que si tu perds des points durant ton probatoire, alors ton solde de points est bloqué. C'est-à-dire que même après les 3 ans, par exemple si la première année tu as perdu 1 point, tu as 5 points, au bout de 3 ans, tu auras 5 points et pas 12. Donc ici, pour répondre à la question, je suis en première année de probatoire, donc j'ai donc 6 points, je viens de perdre 6 points, mon permis est invalidé. La bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 38. En tournant à droite, je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme vous le voyez, on a des piétons sur notre voie. Donc, il va falloir faire attention. Alors après, vous allez me dire, oui, mais bah, le feu est vert. Oui, le feu est vert, certes, mais n'oubliez pas que les piétons ont une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celle d'un véhicule. Donc, en plus de ça, regardez, dans les piétons, il y a même des enfants. Donc, il y a différents types d'usagers avec deux différents types de zones d'incertitude. Bon, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une zone d'incertitude, je vous conseille vivement d'aller dans la formation. On ne va pas pouvoir en parler dans cette question. Donc la bonne réponse ici, c'est que je ralentis. Donc la bonne réponse, c'est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans la formation. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc, attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater
son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Changer de position régulièrement constitue un signe d'apparition de la fatigue. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, comme le montre le document que vous trouverez dans la formation, effectivement, il y a plusieurs signes de fatigue. Notamment changer régulièrement de position, c'est-à-dire avoir des sortes de douleurs ou de gênes musculaires, des bâillements, des picotements aux yeux. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 40. J'anticipe un écart du cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, c'est vraiment une question de cours qu'on a vu d'ailleurs plusieurs fois. Et je vous encourage à vous former, à aller dans la formation. Donc, on a mis en place une formation, une plateforme en ligne pour vous former au code de la route. Il y en a réellement pour tous les budgets. Vous pouvez vous former à partir de 9,90 €. C'est très complet. Je peux que vous conseiller de vous former. Ici, bah, effectivement, on va parler des zones d'incertitude. Ici, des cyclistes, notamment. Donc, les cyclistes ont des zones d'incertitude beaucoup plus grandes que celles d'une voiture. Donc, ici, effectivement, j'anticipe un écart de cycliste. La bonne réponse est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.